Donc bonjour à tous et bienvenue sur une nouvelle vidéo qui va compléter un petit peu les deux autres vidéos, qui va être beaucoup plus courte que la vidéo précédente où j'ai essayé d'être relativement précis hein, pour les gens qui sont intéressés dans le détail sur cette première année avec une Renault Zoé d'occasion. Là, je vais essayer plus particulièrement de me concentrer sur des choses que si vous voulez acheter une voiture, ben finalement vous ne pourrez pas le tester. D'accord. Parce que, alors vous pourrez faire un petit tour avec la voiture, d'accord, comme ce que j'ai pu faire. Mais c'est vrai que c'est délicat après d'aller demander aux vendeurs ou aux particuliers de faire un test de charge, ce genre de choses. Même si je pense que ça va devenir nécessaire parce qu'il va falloir vérifier que la voiture elle charge correctement, des choses comme ça. Alors bon, pour une Zoé, vu que vous louez la batterie, souvent elle est vendue comme ça. C'est vrai que aujourd'hui il y a encore beaucoup de Zoé qui sont vendues sous ce modèle-là. C'est vrai que du coup vous avez un peu la garantie de la Diac qui fait que la batterie, elle a tout intérêt à se recharger. Mais c'est vrai que du coup, il y a des choses où finalement l'autonomie, tout ça, vous faites confiance sur ce qui est affiché sur le tableau de bord quand vous achetez la voiture, d'accord. Et vous allez voir que je vais essayer de vous donner des chiffres concrets de manière à ce que vous puissiez voir si la voiture elle correspond aux besoins que vous en avez. Sachant que moi, comme je vous ai dit dans la précédente vidéo, je pense que la Renault Zoé c'est une voiture qui est très bien pour faire de l'urbain et de l'interurbain. D'accord. Par contre, dans cette configuration là où vous n'avez pas une prise combo CCS, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas charger très rapidement la batterie, je pense que c'est très difficile de s'en servir dans des trajets plus longs. D'accord. Et on va pouvoir le voir à travers cette petite vidéo. Alors on va commencer par les consommations. Donc là, ce que je vais faire, c'est on va partir sur le principe qu'on fait tout ça dans un environnement qui est plat, d'accord. Ou alors, si vous avez des montées, vous allez descendre autant que vous allez monter, d'accord. Donc ça, c'est les consommations moyennes que j'ai observées dans ma voiture, d'accord. C'est pas des choses qui proviennent d'un livret technique. Donc en ville, en moyenne, la voiture, elle va consommer entre 9 et 10 kW pour 100 km. Ça dépend un petit peu comment vous allez rouler, d'accord. Ce qui veut dire que si vous faites que de la ville, votre voiture, elle a 400 km d'autonomie environ, d'accord. Alors c'est sûr que des fois, elle est très optimiste. Vous allez même, moi des fois, ça m'a affiché sur le tableau de bord 405 km d'autonomie, d'accord. Mais il faut savoir que ces mesures-là, vu que la moyenne, elle est toujours un peu recalculée, dans la réalité des choses, vous allez être en dessous de 400 km. D'accord. Sur la route, alors qu'est-ce que j'entends par route? La route, pour moi, c'est tout ce qui n'est pas de la ville et tout ce qui n'est pas de l'autoroute. Donc c'est là où vous allez rouler, on va dire, à plus de 50 km/h, mais vous n'allez jamais dépasser les 80. Dans ces conditions de route, vous allez être en moyenne autour de, alors ça dépend un petit peu comment vous roulez, c'est toujours pareil, mais entre 12 et 13 kW pour 100 km parcourus. Ce qui vous donne une autonomie d'environ 300-350 km. Voilà. Ça, c'est quelque chose que j'observe de manière assez régulière parce que ce genre de. C'est souvent dans ces conditions-là que je roule. Enfin, sur autoroute, alors là, par contre, la moyenne, elle monte à 20 kW pour 100 km. Voilà. Et encore, je roule à 110. D'accord. Alors, c'est vrai que l'autoroute entre le Var et les Alpes-Maritimes monte beaucoup. D'accord. Il y a beaucoup de montées et de descentes. Donc, ça dépend un petit peu dans quel sens vous le faites. Mais, globalement, on a une consommation de 20 kW pour 100 km. Donc, une autonomie de 200 km. Alors, c'est pour ça que dans la configuration qui est là, c'est-à-dire une Renault Zoé R90 et donc qui n'a pas la recharge avec le combo CCS, d'accord. Dans ces conditions-là, je pense que c'est très délicat d'aller rouler sur l'autoroute. Alors vous pourrez recharger également, puisqu'il y a des bornes de recharge pour les prises T2, mais vous allez passer beaucoup de temps à recharger dans ces conditions-là. D'accord. Donc c'est pour ça que on peut le faire, mais c'est pas hyper conseillé. Alors,
comme je vous ai dit, ces valeurs, elles sont données pour une route sans trop de dénivelé. Mais on ne fait pas que de la route plate ou alors de la route où vous allez autant monter que vous allez descendre, d'accord? Il arrive des fois que vous alliez en montagne. Et quand vous allez en montagne, il faut faire très attention, d'accord? Parce que du coup, la consommation de la voiture, elle est totalement différente, d'accord? Alors, quand vous allez en montagne, c'est-à-dire dans ce que je veux dire, c'est pas que vous êtes à la montagne, parce que quand on est à la montagne, on a déjà monté, d'accord? Théoriquement, après, quand on est en montagne, on monte autant qu'on descend, théoriquement, d'accord? Donc, normalement, vous allez vous retrouver sur les valeurs dont on a parlé tout à l'heure. Mais là, je parle dans le cadre où, par exemple, vous allez à la station de ski, quoi. Vous allez dans un village perché, vous allez Pays de Faïence et compagnie, d'accord? Donc, c'est dans ces conditions-là. En moyenne, vous allez être à 20 kW pour 100 km. On se retrouve dans des conditions d'autoroute. Donc on a une autonomie qui est réduite à 200 km. Donc c'est une autonomie qui est très petite, surtout que si vous le faites pendant l'hiver, vous serez plutôt autour des 180 km. D'accord. Donc il faut prévoir. Quand vous allez en montagne, il faut faire attention de se dire, je vais peut-être passer 15 minutes pour faire une petite recharge de confort pour arriver jusqu'à destination. D'accord. Donc il faut faire attention et de prévoir ce genre de choses. Et toujours pareil sur des bornes qui vont recharger rapidement à 22K. D'accord. Donc c'est vrai que dans les Alpes-Maritimes, malheureusement, tout ce qui va être en montagne, c'est considéré comme de la campagne et ils ont mis des bornes à 7 kW. Donc c'est-à-dire des bornes qui rechargent très très lentement. Mais dans le Var, vous avez des bornes de recharge à 22 kW. Donc on recharge relativement rapide une fois arrivé dans le Haut-Var. Alors bien sûr, en descente, cela c'est l'équilibre à 12 kW pour 100 km. Et d'ailleurs, il faut faire un petit peu attention quand on repart de ne pas charger la voiture à fond. Quand on fait une halte et puis qu'on se dit tiens, je vais visiter le village, donc je laisse la voiture chargée. Il faut faire attention de ne pas la laisser recharger à 100%. Pourquoi? Parce qu'après, vous allez faire que redescendre. Et votre voiture va faire que recharger. Alors bien entendu, vous inquiétez pas, il y a des systèmes, ça va bloquer, mais c'est dommage, en sachant que normalement vous devez recharger, de partir avec une voiture qui est à 100. Laissez-la à 90, 95, et vous verrez, vous n'allez pas bouger. Vous allez arriver en bas, vous allez avoir à peu près la même consommation, le même pourcentage que lorsque vous êtes parti du village. Alors je vais vous donner maintenant des exemples réels de consommation pour vous. Après, vous pourrez aller sur Google Maps et comme ça, vous pourrez voir très exactement en termes de kilomètres. Alors, je n'ai pas reporté les kilomètres, mais je peux vous les donner, on va dire, à la louche. Par exemple, pour faire Saint-Raphaël-Comps-sur-Artuby. C'est un exemple intéressant parce que Saint-Raphaël, c'est une ville côtière. D'accord. Donc, on est à 0 mètre d'altitude. Et Comps-sur-Artuby, c'est une ville du Haut-Var. Et on est à peu près à 1000 mètres d'altitude. D'accord. Donc, on a un gros dénivelé pour y arriver. En termes de kilomètres, c'est pas très long, c'est une cinquantaine, soixantaine de kilomètres. Je crois que c'est même un peu plus de 60 kilomètres, à peu près. Et pour une grosseur de voiture. Et là, en fait, vous allez consommer 35% de batterie. Alors, il faut rajouter 10% si vous êtes l'hiver. Donc, c'est pour ça que je vous dis, voilà, quand on va monter, on ne fait pas beaucoup de kilomètres, mais là, vous allez consommer beaucoup de batterie. Heureusement, à Comps-sur-Artuby, vous avez une prise pour recharger, d'accord, et vous pouvez recharger votre voiture là, ou alors dans tous les petits villages après qui se trouvent après, donc ça, c'est relativement agréable. Ensuite, je vous donne un autre exemple. Saint-Raphaël, le Luc en Provence. Alors, Saint-Raphaël, c'est une ville qui se trouve à l'ouest, donc pratiquement, qui est au contact avec les Alpes-Maritimes, d'accord, donc est vraiment au bout du département. Et le Luc, grosso modo, c'est à peu près au centre du département du Var. Donc, pour faire la moitié du département du Var, vous allez consommer la même quantité d'énergie, 35% de batterie. Pareil au Luc, vous avez de quoi recharger, il n'y a pas de souci. Même il y a un McDo pas très loin de la borne de recharge. Donc vous allez, c'est un endroit qui est relativement agréable pour faire. Et alors 35%, c'est vrai, c'est pour faire l'aller-retour. C'est pas juste pour faire l'aller, c'est pour faire aller et retour. Mais arriver sur le Luc, vous pouvez recharger. Enfin, si jamais vous faites un arrêt, c'est vrai qu'il y a des bornes là-bas pour recharger. Donc ça peut être intéressant de coupler ça avec une petite pause déjeuner, par exemple. J'ai fait également Aubagne-Saint-Raphaël. Alors, Aubagne, c'est une ville qui est à côté de Marseille, pas très loin.
Il faut donc traverser tout le Var, puis après un petit peu, mais alors pas beaucoup, hein, les Bouches-du-Rhône, et vous arrivez à Aubagne, qui est une jolie petite ville. Moi, je l'ai fait par la RN, donc je suis passé par Signes. Pour les gens qui connaissent Signes, ça monte un petit peu et ça redescend. J'ai consommé, pour faire juste l'aller, hein, 44% de batterie. D'accord. Donc vous voyez que bah, finalement, avec une Zoé, avec ma Zoé, je peux aller à Nice, je peux aller également à Marseille, à peu près. D'accord. Sachant que, bon, bah, je pourrais sûrement pas faire l'aller-retour Nice-Marseille. D'accord. Mais si je peux recharger sur place, il n'y a aucun souci. Après, j'arriverai, bon, j'aurai la voiture un peu déchargée. Mais alors sur Saint-Raphaël, il n'y a pas de borne de recharge, parce que c'est une volonté locale de ne pas mettre de borne. Mais c'est vrai que sur Puget, sur Argence, il y a des bornes pour recharger. Alors, maintenant, on va parler d'autre chose, qui est un autre facteur, c'est le temps de recharge. Et là, ce que je voudrais vous expliquer et vous montrer, c'est qu'à l'usage, il y a des réflexes à avoir. D'accord. Alors, comme je vous ai dit dans ma vidéo précédente, quand vous pouvez recharger, d'accord, en particulier si c'est gratuit, mais pas uniquement. Alors, je mettrai un petit bémol à ça, c'est vous rechargez si vous payez le kilowatt au kilowatt, enfin, si vous payez votre recharge au kilowatt consommé. D'accord. Si vous payez autant, c'est là où vous allez voir qu'il faut faire attention. Des exemples concrets, pour recharger une Zoé qui a une batterie de 40 kW, je rappelle, donc pour passer de 55% à 80% sur une borne 22K, il va vous falloir 35 minutes top chrono. Je peux vous dire, ça prend à peu près, ça prend exactement ce temps-là. D'accord. Pour recharger de 80 à 90 sur la même borne, il va vous falloir à peu près le même temps. Et pour recharger de 90 à 100, normalement, alors des fois on est à 30 minutes et on peut monter jusqu'à 45 minutes. Alors ces temps peuvent être allongés avec l'hiver. D'accord. En hiver, bah, malheureusement, alors c'est pas très long, hein, c'est 10% du temps, hein, donc ça vous rajoute 5 minutes, 5-10 minutes en plus à peu près. Mais bon voilà, c'est un poil plus long pour recharger l'hiver. Qu'est-ce que ça veut dire ces temps de recharge d'un point de vue tactique pour le portefeuille? Si vous rechargez au temps, avec une Zoé qui recharge à 22K, ça sera plus intéressant financièrement, bien souvent, de recharger quand vous avez votre Zoé qui est déchargée en dessous de 80%. Je vais donner un exemple concret. Si vous rechargez sur une borne qui va vous coûter 6 centimes à la minute, par exemple sur le réseau I55 à Puget-sur-Argence, le coût au kilowatt consommé va vous revenir autour de 18 centimes, 20 centimes, parce que bon, ça ne recharge pas forcément à la puissance exacte de la borne, mais vous allez être autour de ça. Alors qu'en moyenne, le coût du kilowatt sur les autres bornes qui vous le vendent au kilowatt, c'est 25 centimes, le plus bas que j'ai pu observer, et au maximum 30 centimes du kilowatt et du kilowattheure. Donc, vous voyez que dans ces conditions-là, c'est vrai que c'est plus intéressant d'aller recharger à la minute jusqu'à 80%, et puis après, bon, ben, peut-être compléter, mais sur une borne qui, là, cette fois-ci, qui va recharger qui va vous facturer, pardon, au kilowatt consommé. D'accord. Donc dans ces conditions-là, c'est vrai que faut un petit peu jouer parce que bah, vous pouvez gagner 10 centimes sur le kilowatt. Donc c'est quand même relativement intéressant. Alors en termes de coût d'euros, hein, à quoi ça correspond? Eh bien, par exemple, ça veut dire que la recharge, pour passer de 55% à 80% sur le réseau I55, donc qui facture à la minute, ça coûte à peu près 2 euros. Si vous faites la même chose sur le réseau e-born qui facture cette fois-ci au kilowatt, ça va vous coûter pratiquement 3,60 euros à peu près. Donc, vous voyez, vous faites quand même quelques économies.
Donc comme je vous disais, faites attention, ça ne sert pas forcément à grand chose de recharger la voiture à 100%. C'est un confort après, parce que c'est vrai que quand on a 100%, bon, on peut, c'est toujours pareil, on a plus d'autonomie, vu que l'autonomie est quand même limitée sur le véhicule, c'est quand même confortable, mais faut pas s'obstiner à le faire, et on peut rester à 80% sans trop de problèmes. Au niveau de la dégradation de la batterie, ça c'est le dernier point. Alors malheureusement, je n'ai pas pu faire la mesure de cette donnée, donc qu'on appelle le SOH, hein, qui correspond en fait à l'état en français de la batterie. J'ai pas pu le faire au début parce que j'avais pas le matériel. J'avais bien le système OBD, mais j'avais pas un iPhone qui traînait pour pouvoir récupérer la donnée. Donc j'ai utilisé l'application CanZ2, qui est une application que vous pouvez télécharger gratuitement et qui vous permet à partir de la prise OBD du véhicule, donc qui se trouve sur ma Zoé au niveau du vide-poche, là où vous avez les connecteurs USB. Vous enlevez le tapis antidérapant et dessous en fait il y a la prise et vous allez pouvoir faire la mesure avec cette application là. Et alors, bon, alors c'est toujours pareil, vu que on n'a pas accès aux équations, même si ce pas des équations qui sont extrêmement importantes, il y a quand même une différence entre ce que vous annonce Renault quand vous allez faire l'entretien et puis ce que vous annonce cette application-là. Alors, qui a raison, qui a tort, je n'en sais absolument rien. Il faudrait faire les mesures très fines que fait Bjorn sur sa chaîne YouTube, où vous videz la batterie, vous la rechargez, vous la revidez, vous la rechargez, et puis vous voyez pour une même recharge, en partant de 20%, par exemple, les 80, vous le faites deux fois, et vous regardez combien vous avez rechargé, ce qui vous permet d'évaluer la totalité de votre batterie, ce qui vous permet de savoir si vous avez, par rapport à ce qui était annoncé, plus ou moins de batterie de disponible. Donc il y a un peu un flou. Ce qui est intéressant, je pense, de voir, c'est de refaire la mesure avec la même méthode l'année prochaine pour voir quelle est la dégradation que l'on va constater. Là, la machine m'a ressorti 93% de dégradation, d'état de la batterie. Alors ça veut dire que j'ai une dégradation de 7%. Alors qu'est-ce que ça veut dire d'un point de vue simple? Ça veut dire que sur les 100% de ma batterie, aujourd'hui je ne recharge que 93% en réalité. Même si ma batterie, quand je recharge à 100%, ça me met bien 100% sur le tableau de bord, d'accord? Ça met pas 80, ça s'arrête pas à 93%, d'accord? Mais ça veut dire qu'il y a des cellules que le système ne recharge pas, a priori. Soit parce qu'elles sont cassées, soit parce qu'elles ont été trop déchargées, qu'elles peuvent plus se recharger, etc. Sachant que ma voiture a 5 ans et qu'elle a fait 30 000, 39 000 km. D'accord? Donc, a priori, comme ça, on est sur une dégradation qui est plus forte que sur les Tesla, puisque ce qui est constaté sur les Tesla, c'est une dégradation de 10% au bout de 100 000 km. D'accord? Mais c'est vrai qu'on n'a pas la valeur de la dégradation. C'est rare de trouver des graphiques pertinents sur le temps. C'est-à-dire, est-ce que finalement, et c'est sûr, le temps joue sur aussi l'état de la batterie. Et puis ça dépend si elle était chargée régulièrement, pas régulièrement. Je ne sais pas après moi comment elle était utilisée avant que j'essaie le véhicule. D'accord. Voilà. Donc ce qui sera intéressant, c'est de voir l'année prochaine, j'essaierai de refaire une vidéo, et de voir si c'est resté stable ou si ça a descendu, et si ça a descendu, si ça a descendu de 5% ou si c'est resté à 1% ou pas. D'accord. Donc ça va plutôt être dans la comparaison année par année qu'on verra si effectivement il y a une dégradation ou pas, s'il y a une stabilité comme ce qui a l'air d'être annoncé dans de nombreux sites internet, on verra si effectivement on l'observe dans ce cadre-là. Voilà. Donc, bah écoutez, c'était tout ce que je voulais vous dire sur cette vidéo. L'idée, c'était vraiment de vous donner des points de comparaison. Comme ça, vous pourrez estimer si le véhicule correspond à votre mode de vie ou pas. Voilà. Parce que c'est vrai que bon, moi, quand j'ai acheté la Zoé, quand je suis reparti, je vous cache pas que j'avais un petit doute sur est-ce que ça va être une galère ou pas. Voilà. Bon, au final, pour moi, c'est pas une galère. Mais au contraire,
Si c'était à refaire, je le referais parce que c'est très agréable à conduire. Comme je vous ai expliqué, il y a plein d'éléments qui sont très positifs, pardon. Le seul côté négatif, si vous voulez, c'est le fait que aujourd'hui le réseau de bornes ne suit pas et que parce que en fait, si on avait un réseau de bornes qui était relativement conséquent, en fait, on n'aurait pas besoin d'acheter des véhicules qui auraient 60 kW de batterie avec des autonomies très importantes ou 100 kW de batterie parce que finalement bah, on aurait une prise un peu partout quoi. Donc on rechargerait rapidement. Le problème il est vraiment là parce que en empêchant le développement ou en retardant le développement des bornes de recharge, le problème c'est que ça pousse les constructeurs à proposer des batteries qui sont très importantes. Je trouve que 40 kW, c'est pas mal finalement comme batterie en termes de poids, en termes d'autonomie, etc. Si la voiture est économe en énergie et qu'on tourne autour des 400 km d'autonomie, honnêtement, si après vous pouvez recharger votre voiture en 30 minutes, de passer de 0 à 80 en 30 minutes, ou en moins, sans trop abîmer la voiture, je pense que c'est une bonne idée parce que on ne pourra pas faire des voitures avec des batteries de 100 kW pour tout le monde. D'accord. Euh, donc on est dans une étape aujourd'hui du parc automobile qui est un peu délicate parce que on veut sortir du pétrole et ça c'est une très bonne chose. Il y a, il y a, il faut absolument qu'on se sorte de cette situation-là de dépendance, c'est clair. Il y a des solutions. Il y a la voiture électrique, qui est une solution. Il y a la voiture à hydrogène, mais qui aujourd'hui est plus pour moi dans un prototype. Il n'y a pas beaucoup de modèles, c'est très compliqué si vous voulez après la recharger, etc. Parce qu'il n'y a pas le réseau, c'est toujours pareil de recharge. Hein, aujourd'hui c'est ça, principalement. Mais il y a ces deux solutions qui vont sortir. Mais le problème de ça, c'est que malheureusement, les pouvoirs politiques, c'est ce que j'ai dit dans les précédentes vidéos, etc., ce sont des gens qui ont une vision très court-termiste, souvent un petit peu marketing. Vous voyez, dans une entreprise, vous avez plusieurs pôles. Vous avez le pôle administratif, le pôle marketing commercial, vous avez le pôle après, on va dire, plus dans la prod ou dans le service. D'accord. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, la politique, elle n'est pas technique. La politique, elle est plus technique depuis très longtemps. Ce sont des commerciaux qui vous vendent du rêve. Et malheureusement, c'est triste à voir, hein, mais, mais même moi, hein, je me fais piéger dans des discours où on vous explique que ça y est, on va faire la révolution. Et puis au final, il n'y a rien qui se passe, que ça soit une révolution dans l'aspect technologique, dans l'aspect social, dans ce que vous voulez. C'est vrai qu'on est là-dedans. Et sur un cas concret comme les voitures électriques, ben, le fait d'entretenir cette situation-là où bon, ben, voilà, on va mettre des voitures hybrides parce que on va continuer à faire un peu de pétrole, un peu d'électrique, etc. Qu'est-ce que ça donne comme situation? Ben, on n'avance pas sur le réseau de recharge, on n'avance pas sur le réseau de recharge, donc qu'est-ce que font les constructeurs pour pouvoir vendre leur voiture? Et c'est légitime, ben, ils mettent des grosses batteries. Or, si vous mettez des grosses batteries, vous savez, le lithium, sur Terre, il n'y en a pas des quantités illimitées. Même si un économiste de haut niveau vous dira que toutes les ressources sur la Terre sont illimitées. La réalité des choses, c'est que le pétrole c'est limité, que le lithium c'est limité. Alors, on n'a peut-être pas trouvé tous les gisements de lithium. Ok, ça je veux bien le concevoir, mais d'un point de vue physique et chimique, je peux vous dire que la quantité de lithium sur la planète Terre est limitée et on peut l'estimer par rapport à la quantité de lithium qu'on a déjà trouvé. Donc, euh, ça me paraît toujours assez rigolo, ce genre de, de, de situation-là. Donc, on espère que le réseau va se développer rapidement. Et rapidement, ça veut dire dans les 2-3 ans qui viennent, c'est-à-dire avant la fin du mandat de Emmanuel Macron. Donc on verra, on regardera cette vidéo dans quelques années et puis espérons sortir le champagne. Voilà. Bon, eh bien écoutez, je vous laisse, je vous remercie de m'avoir écouté. J'espère en tout cas que cette vidéo vous servira pour votre achat parce que l'objectif de ça, c'est pas de parler
spécifiquement de l'achat d'une voiture et de faire étalage de ce qu'on achète ou pas. C'est vraiment l'objectif, c'est de partager surtout l'expérience de manière à ce que vous puissiez faire le bon choix. Parce que c'est vraiment ça l'intérêt de ces 3 vidéos là. Voilà.